Les États-Unis déplacent des bombardiers stratégiques, des porte-avions croisent à quelques centaines de kilomètres de l'Iran, des missiles sont repositionnés dans la région. On n'avait pas vu une telle concentration de forces américaines face à Téhéran depuis l'invasion de l'Irak en 2003. Est-ce qu'on est à la veille d'une guerre majeure au Moyen-Orient ou est-ce un immense jeu de poker stratégique? Ce qui se passe en ce moment est historique et surtout, ça nous concerne tous. Regardez bien ce qui se passe. On ne parle pas d'un simple exercice militaire, on ne parle pas d'une rotation de routine, on parle d'un déploiement massif, visible, assumé. Ces dernières semaines, les États-Unis ont repositionné des moyens lourds autour de l'Iran, des groupes aéronavals avec porte-avions capables de projeter des dizaines d'avions de combat, des bombardiers stratégiques comme les B-52 capables de frapper à très longue distance, des destroyers équipés de missiles de croisière et des systèmes de défense antimissiles pour protéger les bases américaines dans la région. Ce type de configuration, ce n'est pas anodin. Un porte-avions, ce n'est pas juste un symbole, c'est une base aérienne flottante, c'est une capacité de frappe immédiate, autonome, mobile. En clair, Washington se donne les moyens d'agir vite, très vite, mais ce n'est pas seulement la quantité qui frappe, c'est la cohérence du dispositif. On observe un maillage stratégique autour de l'Iran. Golfe Persique, mer d'Oman, base en Irak, au Koweït, au Qatar, à Bahreïn. Cela signifie une chose, les États-Unis ne se contentent pas de surveiller. Ils se positionnent pour toutes les options, défense, dissuasion, riposte, frappe préventive. Tout est sur la table. Autre élément clé, le détroit d'Ormuz. Ce couloir maritime étroit est l'un des points les plus stratégiques de la planète. Près d'un tiers du pétrole transporté par voie maritime y transite. Si ce passage est bloqué ou menacé, l'impact est mondial. Et quand la marine américaine renforce sa présence précisément dans cette zone, ce n'est jamais par hasard. Il faut comprendre un point essentiel. Dans la doctrine militaire américaine, on ne déploie pas autant de moyens simplement pour envoyer un message diplomatique. Un tel déploiement sert plusieurs objectifs. Montrer à l'adversaire qu'on est prêt. Rassurer les alliés régionaux, dissuader toute initiative jugée dangereuse. Se préparer à un scénario d'escalade, c'est ce qu'on appelle une posture de crédibilité. En géopolitique, la crédibilité est capitale. Si vous menacez sans avoir les moyens d'agir, personne ne vous prend au sérieux. Mais si vous positionnez des bombardiers stratégiques à portée de frappe, le message devient beaucoup plus clair et il y a un autre facteur souvent sous-estimé, le timing. Ces mouvements ne se font pas du jour au lendemain, ils sont planifiés, coordonnés, validés au plus haut niveau politique. Cela implique que la Maison-Blanche estime que le niveau de risque a franchi un seuil critique. On n'est plus dans la simple rhétorique, on est dans la préparation. Maintenant, soyons précis, est-ce que cela signifie qu'une guerre est imminente? Pas forcément, un déploiement massif peut justement servir à éviter le conflit. En montrant sa puissance, Washington cherche peut-être à empêcher Téhéran de franchir certaines lignes rouges. Mais le problème, c'est que plus on militarise une zone, plus la tension augmente, plus les navires se croisent, plus les avions patrouillent, plus les systèmes de défense sont en alerte et plus le risque d'incident grandit. Un tir mal interprété, un drone abattu, un navire approché de trop près dans une zone aussi stratégique, l'erreur peut coûter extrêmement cher, ce qui rend la situation si sérieuse. C'est donc cette combinaison, une concentration de forces exceptionnelle, un point stratégique mondial et deux puissances qui se défient depuis des années. Ce n'est pas une simple démonstration symbolique, c'est une configuration de crise. Et dans l'histoire récente, ce genre de configuration a souvent précédé des moments décisifs. Alors la question centrale, c'est celle-ci. Pourquoi cette montée de tension maintenant? Pour le comprendre, il faut revenir en arrière. En 2015, l'Iran signe un accord historique avec les grandes puissances. Le JCPOA a objectif limiter son programme nucléaire en échange d'une levée des sanctions. Mais en 2018, sous la présidence de Donald Trump, les États-Unis se retirent unilatéralement de l'accord. Résultat, sanctions économiques massives, asphyxie financière et une méfiance totale entre Washington et Téhéran. Depuis ce moment-là, la logique n'est plus diplomatique, elle devient coercitive. En 2020, nouveau choc.
Les États-Unis éliminent le général iranien Qassem Soleimani lors d'une frappe ciblée en Irak, un événement majeur, un symbole, un point de rupture. L'Iran riposte par des tirs de missiles sur des bases américaines. On frôle l'escalade directe et depuis, la relation est entrée dans une phase de confrontation indirecte permanente. Ce qu'on observe aujourd'hui n'est donc pas une crise isolée, c'est l'aboutissement d'années de tensions accumulées, programme nucléaire iranien relancé, enrichissement d'uranium à des niveaux de plus en plus élevés, pression occidentale croissante. En parallèle, l'Iran renforce ses alliances régionales et développe ses capacités balistiques. Washington voit cela comme une menace stratégique. Téhéran considère cela comme une nécessité de survie, deux lectures totalement opposées d'une même réalité. Mais il y a aussi le facteur régional. Le Moyen-Orient est aujourd'hui plus instable que jamais. Conflits indirects, groupes armés alliés à l'Iran dans plusieurs pays, frappes ponctuelle, guerre hybride. Chaque incident local peut avoir une résonance stratégique et quand la tension monte sur plusieurs fronts en même temps, la pression globale augmente. Autre élément clé, la crédibilité américaine. Les États-Unis veulent montrer qu'ils restent la puissance dominante dans la région. Face à la Russie, face à la Chine, face aux acteurs régionaux, un retrait ou une posture jugée trop faible pourrait être interprété comme un recul stratégique. Donc la démonstration de force sert aussi un message plus large. Washington n'a pas quitté le Moyen-Orient. Du côté iranien, la stratégie est différente. Téhéran joue sur le seuil. Ne pas déclencher une guerre ouverte, mais tester les limites. Avancer progressivement, c'est une stratégie d'usure. Le problème, c'est que plus on teste les lignes rouges, plus on risque de les franchir sans le vouloir. Et puis il y a la politique intérieure. Aux États-Unis comme en Iran, les dirigeants doivent aussi parler à leur opinion publique, montrer de la fermeté, ne pas apparaître comme faible. Or, en période de tension, la politique intérieure peut pousser à la surenchère, un discours plus dur, une posture plus agressive. Un geste symbolique qui devient stratégique, donc pourquoi maintenant ? Parce que plusieurs dynamiques convergent. Un dossier nucléaire qui se durcit, une accumulation d'incidents régionaux, une rivalité stratégique qui ne s'est jamais apaisée et une démonstration de crédibilité des deux côtés. On n'est pas face à un événement isolé, on est face à un moment de cristallisation. Et quand les tensions accumulées pendant des années atteignent un certain seuil, l'histoire peut s'accélérer brutalement. Quand on voit ces images aujourd'hui, difficile de ne pas penser à 2003. À l'époque, les États-Unis massaient leurs troupes dans le Golfe avant l'invasion de l'Irak. Des dizaines de milliers de soldats, des porte-avions en position, une rhétorique alarmiste sur les armes de destruction massive. Puis en mars 2003, l'offensive contre le régime de Saddam Hussein était lancée. Alors forcément, la comparaison revient, même région. Même démonstration de force, même impression de basculement possible. Mais attention, les ressemblances sont surtout visuelles. Sur le fond, le contexte est radicalement différent. Première différence majeure, la cible. En 2003, l'Irak était isolé diplomatiquement et affaibli par des années de sanctions. Aujourd'hui, l'Iran n'est pas l'Irak de l'époque. C'est un pays de près de 90 millions d'habitants, avec une armée structurée, un arsenal balistique conséquent et surtout un réseau d'alliés régionaux capables d'agir indirectement. Une guerre contre l'Iran serait d'une toute autre ampleur. Deuxième différence, l'opinion publique américaine. En 2003, le traumatisme du 11 septembre était encore brûlant. L'opinion était majoritairement favorable à une intervention. Aujourd'hui, après 20 ans de guerre en Irak et en Afghanistan, la société américaine est beaucoup plus prudente. Un conflit terrestre de grande envergure serait politiquement explosif et cela change énormément la donne stratégique. Troisième différence, l'équilibre mondial. En 2003, les États-Unis étaient la superpuissance incontestée dans un monde encore largement unipolaire. En 2026, le paysage est différent. La Russie est revenue dans le jeu international, la Chine est devenue un acteur central. Le Moyen-Orient lui-même est plus fragmenté, plus multipolaire. Une confrontation directe avec l'Iran aurait des répercussions bien au-delà de la région. Elle pourrait reconfigurer des alliances globales.
globale. Mais alors, pourquoi la comparaison avec 2003 reste-t-elle pertinente? Parce qu'il y a un point commun essentiel, la logique de pression maximale. Avant l'invasion de l'Irak, Washington avait d'abord utilisé le déploiement militaire comme levier politique, mettre la pression, isoler l'adversaire, créer un rapport de force psychologique. Aujourd'hui, le mécanisme ressemble à cela. On montre les muscles, on projette la puissance, on installe un climat d'urgence. Ce n'est pas encore la guerre, mais ce n'est plus simplement de la diplomatie. Et surtout, l'histoire nous rappelle une chose. En 2003, beaucoup pensaient que la guerre pouvait encore être évitée, jusqu'au moment où elle a commencé. C'est ce souvenir collectif qui alimente l'inquiétude actuelle, pas parce que les scénarios sont identiques, mais parce que les dynamiques d'escalade peuvent, elles, se ressembler. La vraie question n'est donc pas « est-ce qu'on revit exactement 2003 ?» La vraie question c'est « est-ce qu'on est entré dans une phase où la logique militaire prend progressivement le dessus sur la logique diplomatique ?» Et si c'est le cas, alors le risque d'un point de non-retour augmente. Si vous retenez une seule chose de cette vidéo, c'est celle-ci. Les grandes guerres ne commencent pas toujours par une déclaration officielle, elles commencent souvent par un incident. Un tir, un drone abattu, un navire approché de trop près dans le détroit d'Ormuz, et dans une zone aussi militarisée que le Golfe, les occasions d'erreur sont nombreuses. Aujourd'hui, les navires américains croisent à proximité des forces iraniennes, les avions patrouillent, les systèmes antimissiles sont en alerte maximale. Plus il y a d'armes déployées, plus la marge d'erreur se réduit. Ce qu'on appelle l'escalade incontrôlée, c'est exactement ça. Personne ne veut officiellement la guerre. Mais chacun prépare ses options. Imaginons un scénario plausible, une frappe ciblée contre une position liée à l'Iran. Téhéran riposte par des missiles sur une base américaine dans la région. Washington répond plus fortement pour rétablir la dissuasion. En quelques jours, la logique politique est dépassée par la logique militaire. Et à ce stade, reculer devient difficile parce que reculer, c'est perdre la face. Il faut aussi comprendre la spécificité iranienne. L'Iran ne fonctionne pas uniquement avec une armée conventionnelle. Sa stratégie repose en grande partie sur l'influence indirecte. Un réseau d'acteurs régionaux capables d'agir sans que Téhéran n'assume officiellement l'attaque. Cela complique tout, car face à une attaque indirecte, la riposte peut viser directement l'Iran, même si l'implication est ambiguë, et l'ambiguïté en temps de crise est extrêmement dangereuse. Autre facteur explosif, le détroit d'Ormuz, c'est un point de pression stratégique majeure. Si l'Iran estime être menacé, il pourrait chercher à perturber le trafic maritime, pas forcément le bloquer totalement, mais suffisamment pour envoyer un signal fort. Or, toute menace sur cette route énergétique déclenche immédiatement une réaction internationale. Les prix du pétrole flambent, les marchés paniquent. La pression politique augmente. Et plus la pression augmente, plus les dirigeants doivent montrer qu'ils contrôlent la situation. Il y a aussi le facteur psychologique. Dans une crise prolongée, chaque camp interprète les mouvements de l'autre comme offensifs. Un déploiement défensif devient perçu comme une préparation d'attaque. Un exercice militaire est interprété comme une provocation. On entre alors dans ce qu'on appelle un dilemme de sécurité. Chacun agit pour se protéger, mais chaque action renforce l'insécurité de l'autre. C'est un engrenage. Et le plus inquiétant, les crises modernes évoluent très vite. Réseaux sociaux, pression médiatique, réaction politique en temps réel, la fenêtre de désescalade est beaucoup plus courte qu'en 2003. Un incident peut faire le tour du monde en quelques minutes et pousser les dirigeants à réagir avant même d'avoir toutes les informations. Soyons clairs, une guerre totale reste improbable. Mais une escalade partielle, progressive, limitée au départ, c'est beaucoup plus plausible. Et l'histoire montre que les conflits limités ont souvent tendance à s'étendre, pas parce que les dirigeants le souhaitent, mais parce que la logique de confrontation finit par s'imposer. C'est ça le vrai danger. Pas forcément une décision consciente de faire la guerre, mais une série de décisions successives qui rendent la guerre inévitable. Maintenant, posons la vraie question, si ça dégénère, qu'est-ce que ça change pour nous? Beaucoup plus qu'on ne l'imagine. Le détroit d'Ormuz, c'est l'un des points névralgiques de l'économie mondiale. Près d'un tiers du pétrole transporté par voie maritime passe par ce couloir étroit. Si le trafic est perturbé, même partiellement, les marchés réagissent instantanément. Les prix du baril montent, les spéculations explosent. Les assureurs augmentent leurs tarifs et ce n'est pas abstrait. Cela signifie carburant
plus cher, transport plus cher, produits plus chers, autrement dit inflation. Même une tension temporaire peut suffire à provoquer un choc sur les prix mondiaux. Les investisseurs détestent l'incertitude et un conflit entre les États-Unis et l'Iran serait tout sauf prévisible. En cas d'escalade, chute des marchés boursiers, hausse des valeurs refuges comme l'or. Volatilité extrême. Les fonds d'investissement se replient, les entreprises suspendent certains projets, les États surveillent leurs réserves stratégiques. Une crise militaire régionale peut devenir une crise économique globale. Un conflit ouvert redessinerait totalement les équilibres au Moyen-Orient. Israël renforcerait sa posture sécuritaire. Les monarchies du Golfe se retrouveraient directement exposées. La Turquie observerait avec prudence. Et surtout, les grandes puissances ne resteraient pas indifférentes. La Russie pourrait exploiter la situation diplomatiquement. La Chine, la grande importatrice de pétrole du Golfe, aurait tout intérêt à stabiliser la région. On ne parle pas seulement d'un affrontement bilatéral, on parle d'un possible réalignement stratégique. Le Moyen-Orient n'est pas seulement une région pétrolière, c'est aussi un carrefour logistique. Une militarisation accrue signifie routes maritimes perturbées, coûts de transport en hausse, ralentissement du commerce international. Après les crises récentes qui ont déjà fragilisé les chaînes d'approvisionnement mondiales, une nouvelle perturbation serait un coup dur supplémentaire. Il y a aussi un facteur intangible mais puissant, le climat d'incertitude. Les tensions militaires majeures influencent à la confiance des consommateurs, les décisions d'investissement, la stabilité politique dans certains pays, dans un monde déjà traversé par des crises multiples, économiques, énergétiques, géopolitiques. Une nouvelle guerre majeure agirait comme un accélérateur de tensions. Et c'est là que tout devient clair. Ce qui se joue entre Washington et Téhéran ne concerne pas uniquement ces deux capitales. Cela touche l'énergie, l'économie, la sécurité internationale. Et donc, indirectement, nos vies quotidiennes. Une flambée des prix à la pompe, une inflation prolongée, des marchés instables, les conséquences car seraient mondiales. C'est pour cela que la situation est scrutée avec autant d'attention. Parce qu'au-delà des manœuvres militaires, au-delà des démonstrations de force, ce qui est en jeu, c'est l'équilibre fragile de l'économie mondiale. On arrive au cœur du sujet. Est-ce qu'on assiste aux prémices d'une guerre majeure ou à une démonstration de force calculée pour éviter précisément cette guerre? La réponse n'est pas binaire. Pour Washington, le déploiement massif peut servir un objectif très clair, dissuader. En géopolitique, montrer sa puissance est parfois la meilleure façon d'éviter d'avoir à l'utiliser. L'idée est simple, si l'adversaire sait que vous êtes prêt, équipé et positionné pour frapper rapidement, il hésitera à franchir certaines lignes rouges. À la Maison-Blanche, chaque mouvement militaire est pesé politiquement. Les États-Unis savent qu'un conflit ouvert au Moyen-Orient serait coûteux, militairement, économiquement, politiquement. Donc la stratégie peut consister à monter en pression sans déclencher l'affrontement. Un équilibre de la peur, du côté de Téhéran, la logique est différente. L'Iran ne cherche pas nécessairement la confrontation frontale. Sa stratégie repose souvent sur le contrôle du tempo, tester les limites, avancer progressivement, sans provoquer une réponse massive. C'est ce qu'on appelle jouer avec le seuil d'escalade. Ne pas déclencher une guerre totale, mais ne pas céder non plus sous la pression. C'est une ligne extrêmement fine. Dans les deux capitales, les dirigeants font un calcul froid. Quels seraient les bénéfices d'une confrontation très faible? Quels seraient les coûts potentiellement immenses? Un conflit direct pourrait déstabiliser la région, faire exploser les marchés, créer une dynamique incontrôlable. Et aucun des deux camps ne peut garantir qu'il maîtriserait totalement la suite des événements. Le problème, ce n'est pas forcément une décision volontaire d'entrer en guerre. Le problème, c'est la mécanique quand les armées sont déployées. Quand les systèmes sont en alerte, quand les lignes rouges sont floues, le moindre incident peut forcer la main aux dirigeants. Et à ce moment-là, la logique politique peut être dépassée par la logique militaire. Il y a aussi une dimension psychologique. Chaque camp veut convaincre l'autre qu'il est prêt à aller plus loin. Mais sans réellement vouloir franchir le point de non-retour, c'est un jeu de poker stratégique. Le premier qui cligne des yeux perd en crédibilité,
Mais si personne ne cligne, la table peut s'embraser. Ce que nous observons, ce n'est peut-être pas l'annonce d'une guerre, c'est un moment charnière, une phase où les équilibres se redéfinissent. Soit la démonstration de force produit l'effet recherché, la désescalade par la dissuasion, soit elle crée une tension supplémentaire et rapproche les acteurs d'un accident stratégique. Aujourd'hui, on est dans une zone grise, ni paix réelle, ni guerre déclarée. Un équilibre fragile, et dans ce type de situation, l'histoire peut basculer très vite. La vraie question n'est peut-être pas est-ce qu'il y aura une guerre, mais plutôt qui contrôle vraiment l'escalade et jusqu'à quand. Alors voilà où nous en sommes, des porte-avions en position, des bombardiers stratégiques prêts à décoller, une région sous tension maximale. On n'est pas encore en guerre, mais on n'est plus dans une simple rivalité diplomatique. On est dans cette zone grise où chaque décision compte, où chaque mouvement peut être interprété comme une menace, où l'histoire peut s'accélérer en quelques heures. La vraie question, ce n'est pas seulement est-ce que les États-Unis et l'Iran veulent la guerre, c'est est-ce qu'ils peuvent encore totalement l'éviter? Parce qu'une chose est certaine, si la situation dégénère, les conséquences seront mondiales. Énergie, économie, sécurité internationale. Personne ne restera à l'écart. Ce que nous vivons peut être un simple épisode de pression stratégique ou le prélude d'un basculement majeur, et c'est maintenant que tout se joue. Si tu veux comprendre les grands tournants géopolitiques avant qu'ils n'explosent dans l'actualité, abonne-toi dès maintenant, dis-moi en commentaire. Selon toi, on est face à un immense bluff ou à une crise historique en train de naître? Et partage cette vidéo, parce que dans un monde aussi instable, comprendre les enjeux n'est plus une option, c'est une nécessité. On se retrouve très vite pour décrypter la suite, et ce dossier est loin d'être terminé.